Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à vous en cette matinée du 29 juin. Nous sommes en direct dans votre émission Bonjour d'Algérie. Alors au programme, aujourd'hui nous allons revenir sur ce dossier du rapatriement des migrants donc en concertation avec leur pays d'origine. Et on parlera de ce dossier donc avec la présidente du Croissant Rouge algérien qui sera parmi nous dans un petit moment. Aussi, vous savez, l'été s'annonce déjà et la saison estivale a déjà sonné sa cloche et justement beaucoup de personnes ont déjà trouvé leur destination et aujourd'hui nous partirons découvrir ou redécouvrir l'une des destinations très prisées par les Algériens, notamment Hammam Melouen. Et nous reviendrons donc sur ce site, sur cette infrastructure d'accueil touristique avec l'un des représentants de ces infrastructures. Aussi, l'été, c'est pour beaucoup de personnes maigrir, bonne nutrition, hygiène de vie, etc. Donc pour bien accueillir l'été. Et les rubriques donc habituelles du samedi reviendront toutes les deux sur ce sujet, notamment Jalil Miraska qui va nous parler donc de la nutrition et pardon du sommeil et de la perte du poids. Oui, il y a une relation très étroite entre ces deux facteurs donc pour bien maigrir et surtout maigrir en bonne santé. Maya Amrani aussi reviendra dans sa rubrique sur une autre astuce ou un autre procédé si vous voulez de perte de poids et ce à travers les nouvelles technologies qui ont été mises bien entendu par la médecine et par les nutritionnistes, par la biologie. Nous découvrirons ce nouveau procédé donc en fin d'émission en compagnie de Maya Amarani. Hakim Koucheroud aussi sera parmi nous, encore une fois, pour nous donner les résultats du sport de la semaine. Mais avant cela, les nouvelles du ciel avec Feriel et ça, c'est dans un tout petit moment juste après le jingle. Suivez l'air du temps avec Mobilis. Et voilà, Friel, bonjour. Bonjour à vous. Comment ça va? Très bien, merci. Matinale comme toujours. Tout à fait, depuis très longtemps. Et puis, exactement. Voilà, donc je n'arrive pas à dormir le matin, c'est une habitude. Une dizaine d'années à peu près, si c'est pas plus. Voilà. Donc c'est une habitude. Voilà, surtout qu'on est bien gâté par le soleil en ce moment. Exactement, voilà. Alors les nouvelles aujourd'hui? Elles seront bonnes, les nouvelles. C'est le soleil qui s'imposera après dissipation de brume des nuages bas, comme vous l'avez sans doute ressenti. Le temps sera brumant, plutôt comme vous l'avez sans doute remarqué, le temps sera brumant en début de matinée sur l'ensemble des régions du nord. Le taux d'humidité est assez élevé. Météo Algérie prévoit après dissipation de brume des nuages bas un temps chaud, ensoleillé au nord comme au sud. Le ciel sera dégagé pratiquement partout. On notera des passages nuageux en fin de journée vers l'extrême sud, le Hogar, le Tassi, accompagné de quelques foyers orageux. Les températures prévues pour cet après-midi, eh bien le temps sera chaud donc à l'intérieur, notamment à l'intérieur, surtout aussi sur la partie sud. Ces températures qui dépassent les 40 degrés par endroit avec un maximum de 46 degrés vers l'intérieur est, plus précisément à Guelma, 44 à Sétif. Il fera 36 degrés à Betna, 39 à Albiod, Chlef, Rilizen, plutôt 31 degrés à Tlemcen, 30 à Oran, Alger affichera 32 degrés, 37 à Annabas, Kikda, et puis en allant vers le sud, c'est toujours des températures qui dépassent parfois les 45 degrés avec 46 à Hassim Saoud, 45 à Gardaya, Biskra, 47 à Adrar Ain Salah, c'est le maximum, 44 pour l'extrême sud, 37 à Tindouf, 39 Tamanrasset, Janet et enfin 44 pour la wilaya de Ilizi. À présent, place ce matin au continent européen. Eh bien, en Europe, le soleil est de retour pratiquement sur tout le continent. En effet, le temps s'annonce voilé, parfois dégagé. Le temps sera couvert en revanche à Madrid et Lisbonne. Un temps pluvieux est prévu avec des températures très agréable sur tout le continent. Côté température, donc 22 à Copenhague, Berlin, 32 à Paris, 28 à Londres, 22 aussi pour Dublin, 36 à Bordeaux, 29 sous un temps couvert à Madrid, 33 à Rome, c'est le maximum, 30 à Athènes et enfin 26 sous un ciel souvent voilé à Bucarest. Aujourd'hui, le soleil se couchera à 20h11. Les lois du ciel continuent sur le site les 3 w.meteoalgerie.dz. Je vous remercie pour votre attention. Agréable moment avec vos noms. À tout à l'heure pour d'autres nouvelles du ciel. Suivez l'air du temps avec Mobilis.
Alors, on reste quand même toujours gâté par le soleil. Il faut profiter, comme toujours, comme on le dit toujours, il faut toujours s'hydrater et bien se protéger. Bien Merci. profiter. Bien profiter. Voilà, c'est ça, c'est le mot. Exactement. Il ne faut pas s'exposer aussi trop longtemps, surtout pour les enfants et les personnes âgées aussi. Voilà, il faut quand même Voilà. avoir une bonne hygiène de vie. Exactement. Avec le soleil. Voilà, le soleil, beaucoup c'est bien, ça donne de la beaucoup boire vitamine D, aussi. mais Exact. avec modération. Voilà. Voilà, Félial, on vous retrouvera juste après le journal télévisé du midi pour d'autres nouvelles. À tout à l'heure. Merci Avec beaucoup. plaisir, Alors, bonne bien sûr. journée à vous. À vous aussi. Alors, le programme de Bonjour d'Algérie continue. Et là, en ce moment, je vous propose une pause musicale comme on le fait chaque matin. Ce sera en compagnie de Souad Asla à travers sa chanson Lemma. Je vous retrouve juste après. Donc, pour traiter de ce dossier du rapatriement des migrants, on se retrouve juste après. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes toujours en direct de Bonjour d'Algérie. Bonjour à vous tous et bienvenue. Alors, en ce moment, avec nous, nous recevons Madame Benhabiles. Bonjour à vous. Alors, vous êtes la présidente du Croissant Rouge algérien. Alors, on va revenir un petit peu à ce dossier donc, qui a déjà commencé en 2014 avec plusieurs campagnes de rapatriement des migrants. Alors, parlez-nous de ces différentes campagnes qui s'opèrent déjà depuis 2014. Écoutez, tout d'abord, il faudrait donner certaines précisions. Moi, j'ai l'impression que intentionnellement, on veut les éviter. Il faudrait insister sur le fait que l'opération de rapatriement s'est faite sur demande du gouvernement nigérien auprès du gouvernement algérien pour l'aider à rapatrier ses ressortissants en situation irrégulière en Algérie. Et il y a un communiqué très important du gouvernement nigérien qui a paru en décembre 2014 et qui justifie les raisons qui l'ont poussé à entreprendre cette démarche. Et le plus important dans ce communiqué, c'est qu'il met en relief le fait qu'il existe des réseaux criminels
nigériens qui activent au Niger et en Algérie et qui exploitent les plus vulnérables, c'est-à-dire les femmes et les enfants, dans la mendicité et dans la prostitution. Et bon, bien sûr, c'est des réseaux qui font partie qui rentrent dans le cadre de la traite des humains. Partant de là, le gouvernement algérien a accepté d'aider le Niger. Étant donné que c'est une opération purement humanitaire, la mission a été confiée au Croissant Rouge algérien. Et depuis 2014, nous n'avons pas arrêté de déployer des efforts considérables pour que ce rapatriement se fasse conformément aux normes internationales dans le domaine. Et là, j'ouvre une parenthèse. Certes, on parle de normes internationales, mais pour nous, Algériens, ces normes internationales, avant d'être internationales, elles font partie de nos valeurs ancestrales. C'est ça la différence entre l'Occident et nous. Nous, l'Algérie ne fait pas de l'humanitaire, elle n'a pas un agenda derrière l'humanitaire. Sa politique humanitaire puise sa source de ses valeurs ancestrales et la référence internationale dans le domaine, c'est l'émir Abdelkader. L'émir Abdelkader qui a obtenu le titre du défendeur des humains par les rois et les chefs d'État chrétiens en 1862 parce qu'il a sauvé la vie à une communauté chrétienne qui était menacée d'un génocide certain en Syrie. Et arrivant au président Bouteflika qui, en 2016, a été reconnu par la communauté internationale humanitaire réunie à Alger dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge comme cavalier de l'humanitaire, et Alger a été déclarée capitale de l'humanité. Alors justement, Madame Benhabiles, vous parlez de valeurs qui sont ancrées dans la société algérienne, et d'ailleurs, dans votre corps, vous comptez beaucoup de bénévoles qui viennent travailler. Et aujourd'hui, donc, ça va être l'occasion pour rendre hommage à l'un des bénévoles. Pour cette opération, nous avons mobilisé plus de 2000 bénévoles. Quand je dis bénévoles, ça veut dire des gens qui ne sont pas payés, qui consacrent leur temps libre au travail humanitaire. Et malheureusement, on a payé un prix cher. Nous avons perdu l'un de nos meilleurs jeunes bénévoles, un jeune né en 1986, qui est originaire de la wilaya de Mila et qui a accompagné les migrants de la wilaya de Mila pour les accompagner jusqu'à Agadez. Et en cours de route, il y a eu un accident à Hassil Fhal Ghardaya et il a perdu la vie. Il venait de se marier, il a laissé derrière lui un bébé de 6 mois. Donc pour vous dire l'intérêt qu'accorde l'Algérie à cette opération. Et à travers le Croissant Rouge, nous ne sommes pas comme les autres organisations. Pour nous, ces gens-là, ce n'est pas des dossiers, ce n'est pas des nationalités, il y a une relation humaine, c'est la chaleur humaine. Et là aussi, ça émane des relations ancestrales, souvent familiales, entre les Algériens et les subsahariens. Écoutez, je voudrais rappeler un fait historique. En 1984, il y a eu une sécheresse qui a provoqué une famine terrible. Et il y a eu un grand flux migratoire vers les régions de l'extrême sud de notre pays, Tamanrasset, Adrar. Vous savez, les gens... Qui est-ce qui les a reçus? Ce sont les populations qui ont ouvert leurs maisons pour les recevoir. Et depuis, il y a eu des liens, des alliances. Il y a certains qui sont encore en Algérie, qui travaillent en Algérie. Donc, la relation, nous sommes d'abord africains. Il y a des relations de sang qui lient les deux peuples. Ajoutez à cela le peuple algérien. Et les autorités algériennes sont placées mieux que quiconque pour comprendre la douleur de ces gens-là et leur souffrance, parce que nous avons subi les affres du colonialisme qui nous a poussés à émigrer dans d'autres pays. Donc, il y a plein de facteurs qui démontrent
que ce que fait l'Algérie dans l'humanitaire n'a pas d'agenda politique comme ça se fait ailleurs. Alors on revient un petit peu à cette question du rapatriement. Donc ça se fait depuis 2014 et ça se fait toujours dans les meilleures conditions possibles. Écoutez, et vous je déployez défie tous les moyens. je défie quiconque puisse démontrer que la dignité de ces gens-là n'a pas été respectée. D'ailleurs, nous avons reçu les félicitations de la première dame du Niger, qui est venue, qui a demandé à rendre visite au Croissant Rouge algérien. Elle est venue au siège du Croissant Rouge algérien pour nous féliciter et pour rendre hommage au travail, à la qualité du travail humanitaire accompli par le Croissant Rouge et à l'intérêt qu'accorde l'Algérie à ses concitoyens. En rentrant chez elle, elle nous a envoyé une lettre de félicitations. Et à travers le monde, tout le monde connaît ça. Donc, vous savez, je donnerai à titre d'exemple, l'hôpital de Tamanrasset, là où il y a le plus fort pourcentage de migrants, plus de 40% des prestations sanitaires fournies par cet hôpital vont vers les migrants. Et les maladies qui ne peuvent pas être traitées au niveau de l'hôpital de Tamanrasset, les malades sont évacués par avion sur l'un des hôpitaux d'Alger ou de Tizi Ouzou. Nous procédons à des opérations très lourdes, prothèse des hanches, prothèse des genoux, chimiothérapie, la trithérapie, le traitement du sida qui est très cher, nous nous fournissons gratuitement. Toutes les analyses possibles et imaginables se font gratuitement. Les accouchements dans un milieu hospitalier, accompagnés, assistés par les bénévoles, les filles et les femmes bénévoles. Et quand ils sortent de l'hôpital, on fait les cérémonies comme chez nous, le 7e jour, le hannal, la fête, etc. Vous savez, notre but, c'est que ces gens-là, on essaye d'alléger tant peu soit-il leur souffrance. Le fait d'à côté chez eux. Puisqu'on parle de souffrance, moi je suis désolée de cette campagne. Franchement, ce qui me révolte, me désole. Je pensais que dans les espaces humanitaires de la société civile, et je suis fière de parler au nom de la société civile, puisque je suis lauréate du prix des Nations Unies pour la société civile que j'ai obtenu en 2001. Je pensais que dans ces espaces, on ne faisait pas dans la politique de deux poids et deux mesures. Malheureusement, je me suis rendu compte que depuis 90, parce que l'histoire se répète, au moment où les terroristes revendiquaient leurs assassinats, ces mêmes associations, ces mêmes ONG internationales soutenues. Il y a certaines voix qui sont montées à partir de l'Algérie aussi, et ils ont lancé le fameux slogan « Qui tue qui ?». Aujourd'hui, on exploite la misère de ces gens-là pour incriminer l'Algérie. J'aurais souhaité, et ça aurait été logique, et ça aurait été en l'honneur de ces ONG internationales d'approfondir le problème et dire, bon, il y a un drame humanitaire que le monde entier n'a pas connu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, c'est la déclaration de l'actuel secrétaire général des Nations Unies lorsqu'il était haut commissaire des réfugiés aux Nations Unies lors d'une réunion dont je faisais partie à Genève. Il a déclaré que jamais le monde n'a connu un drame humanitaire de cette ampleur depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il faudrait, pour guérir un mal, il faut s'attaquer à l'origine. Qui est à l'origine de ce drame humanitaire? Certainement pas l'Algérie. Il faudrait quand même rappeler que l'Algérie a été contre l'intervention de l'OTAN en Libye, sachant pertinemment les conséquences qui vont en découler. Mais malheureusement, ces mêmes puissances qui nous accusent, qui font pression sur nous, ce sont elles qui sont à l'origine. Et je regrette le silence complice de ces associations. Donc, moi, en tant que militante algérienne, en tant qu'humanitaire, en tant que lauréate du prix des Nations Unies, j'incrimine ces gens-là. Il faudrait que la pression change de camp. L'Algérie ne doit pas être sur la défensive. L'Algérie est victime d'une stratégie diabolique
qui n'a pas tenu compte des conséquences de cette stratégie sur l'humanitaire. Alors justement, pour rester dans la même perspective de ce que vous êtes en train de nous dire, nous avons même des images qui montrent un petit peu la prise en charge de ces migrants juste avant leur départ. Je vous propose de découvrir ce reportage signé Nakhla Aouqbi. On se retrouve juste après pour continuer sur ce débat. Le premier responsable du Haut Commissariat aux réfugiés et le chef de l'Organisation internationale pour les migrations en Algérie ont hier eu un aperçu sur le vécu des migrants nigériens regroupés au centre d'accueil de Zeralda en vue de leur rapatriement. Une prise en charge et des conditions d'accueil qui viennent contredire les allégations de certaines organisations étrangères qui ont lancé une campagne de dénigrement contre l'Algérie. L'Algérie qui, tout comme l'Europe, est directement concernée par le phénomène migratoire, notamment de par sa proximité géographique avec les plus grands pays exportateurs de migrants. Il y a une route migratoire que nous surveillons de par la Tunisie pour se diriger vers Bamako. Bamako, elle remonte vers Timiaouine, Borj Mukhtar, pour pénétrer profondément sur le territoire national. Il y a encore une autre route que nous surveillons, migratoire. C'est la route de la boucle de l'Afrique. C'est la route vers l'Éthiopie, l'Érythrée, la Somalie. Ce sont trois grands pays pourvoyeurs de migration. En 2007, la boucle de l'Afrique a envoyé vers le Moyen-Orient 700 000 migrants. Au sud de la Libye, nous avons l'équivalent d'1 million de migrants qui sont bloqués et qu'on essaye de repousser vers le sud pour qu'ils puissent revenir vers l'Algérie. Donc maintenant, il ne faut pas qu'on reproche à l'Algérie de protéger ses frontières, de protéger sa sécurité et d'empêcher ces vagues migratoires de rentrer vers l'Algérie. Vous venez d'évoquer en fait ce que moi j'appelle la complexité de la question migratoire. Vous avez évoqué en quelques mots le fait de devoir aller vers des actions humanitaires rapides et d'urgence. Vous avez évoqué aussi le fait de pouvoir mettre en avant la question de la coopération et du partenariat international, qui est effectivement la clé dans les questions de mobilité et de migration. Je tiens à saluer le travail qui est fait et que vous allez nous montrer ici en Algérie en soutien traditionnellement auprès des populations mobiles. Je crois qu'il est important effectivement d'avoir une idée encore plus claire de tout ce travail qui est fait. Pour rappel, depuis 2015, l'Algérie a dépensé pas moins de 12 millions de dollars dans la restauration et le transport des migrants jusqu'à Agadez et prévoit pas moins de 300 milliards de dinars d'aide aux populations nigériennes et maliennes qui arrivent en détresse sur le sol algérien. Malgré cela, l'Algérie n'est toujours pas soutenue dans ses efforts et fait au quotidien face à un flux migratoire de plus en plus important. Voilà, on voit quand même qu'il y a des efforts énormes qui sont déployés, que ce soit sur le plan humanitaire ou sur le plan personnel ou sur même le plan du budget donc, qui est déployé. Oui, l'Algérie a consacré un budget énorme pour cette opération afin d'assurer les conditions. Vous savez, vu les distances, quand l'opération est décidée, est organisée, dès la prise en charge dans la wilaya où il se trouve, on commence d'abord par les visites médicales et seul le médecin décide qui peut supporter le voyage ou pas. Et les femmes enceintes... Madame El-Habeli, si jamais le médecin décide que le migrant ne peut pas voyager... Il est hospitalisé, il est soigné. Les femmes enceintes ne sont pas du voyage jusqu'à l'après l'accouchement. Donc, pendant toute cette période, se font dans les règles de l'art. Tous les enfants ont été vaccinés, ils rentrent avec un carnet de vaccination. Et ça a été l'occasion de découvrir pas mal de maladies pour hospitaliser. Bien sûr, quand il y a un petit rhume, on donne des médicaments nécessaires pour le voyage. Ajoutez à cela, on nous a accusés de les transporter dans des conteneurs. Ce n'est pas vrai. Les images sont là depuis 2014. Ce n'est pas les images de l'opération d'avant-hier.
Ce n'est pas vrai. L'opération d'avant-hier, elle rentre dans la continuité des opérations qui ont débuté depuis 2014 et ça s'est passé tout le temps comme ça. Et dans les archives, nous avons des images de 2014, 15, 16, 17 jusqu'à 18. Les bus sont très chers. Il faut des bus confortables, climatisés. Et le bus qui peut contenir 100, on met 80 pour que les gens soient à l'aise. Il y a un bus de secours vide au cas où le bus tombe en panne. Il y a les camions frigorifiques pour les kits alimentaires. Il y a les ambulances. Il y a, j'ouvre une parenthèse, ces gens-là viennent sans bagages, sans papier, sans bagages. Ils rentrent avec plein de bagages. Ça veut dire qu'ils ont gagné beaucoup d'argent en Algérie. Des plasmas, des vêtements. Il faut dire que les Algériens sont très généreux par rapport à cette question. Il y a des camions, on ne leur dit pas non, on vous confisque. On loue des camions pour le transport des bagages. Et je vais plus loin. Plus de 15 000 personnes migrants qui ont été rapatriés ont bénéficié de 71 kilos, un colis alimentaire de 71 kilos de denrées alimentaires offerts par le Croissant Rouge algérien. Par personne. Par personne. On se dit oui, les pauvres, ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Et puis, ce qui est important aussi, c'est le soutien psychologique. Il y a des psychologues. Il y a des médecins qui accompagnent le convoi, il y a des haltes, il y a les kits alimentaires qui mangent en cours de route, et à chaque halte, il y a un repas chaud, par exemple à la Gouate, il s'arrête même à Djelfa, à la Gouate, il y a un repas chaud à Hassil Fahal Gardaya, à Inamenas, à Insalah et Tamanrasset. Et le centre, c'est-à-dire, c'est incroyable des accusations mensongères. On a dit que le centre de Zeralda, c'était une caserne. D'autres ont dit une prison. Le centre de Zeralda dépend du ministère de la Jeunesse et des Sports. C'est un centre de loisirs et les images parlent d'elles-mêmes. Ils ont parlé du camp aussi, du caserne à Tamanrasset. Tamanrasset, on a dépensé un argent fou en 2014 pour installer, c'est des cabines faites sur demande, qui ont été visitées par pas mal d'ambassadeurs et de représentants de chancellerie, des États-Unis, de la Croatie, du Japon, tout le monde est venu visiter. Et ils ont constaté les conditions d'accueil, des chalets, tout. C'est pas des tentes. Et donc, c'est malheureux de voir. Nous, on n'est pas malheureux parce que moi, ce qui me révolte, c'est la mauvaise foi. Et c'est-à-dire, on est en droit en tant qu'Algérien. Maintenant, ce n'est plus le Croissant Rouge qui parle, c'est l'Algérienne. On est en droit de se poser des questions. À quel dessein c'est cette attaque? Et là, sans être un grand analyste, on se rend compte qu'on a essayé de déstabiliser l'Algérie à travers le printemps arabe. Ça n'a pas réussi, il y a résistance de tout un peuple. On a commencé d'abord, avant le printemps arabe, le terrorisme, les années 90, et ce fameux slogan qui a tué nos victimes 2 fois, c'est le « qui tue qui ». Et l'histoire nous a donné raison. Il faut dire aussi, Madame El-Habelès, à travers l'histoire de l'Algérie, maintenant le peuple algérien est vraiment armé. Bien sûr, le peuple algérien a compris que l'Algérie et le peuple algérien payent le prix de ses positions qui n'ont jamais changé, à savoir, c'est des principes qu'on a défendus, qui font partie de nos valeurs, le respect de la dignité humaine, le refus de s'ingérer dans les affaires d'autrui et encourager et soutenir les peuples, les droits des peuples à l'autodétermination. Et nous sommes en train de payer le prix du soutien au peuple palestinien et au peuple sahraoui. Là, excusez-moi si je parle spontanément parce que c'est révoltant et avec passion. Il y a un silence complice, total, concernant la situation humanitaire des Sahraouis, des réfugiés sahraouis. Les donateurs ont décidé de diminuer la quantité de rations alimentaires. Un génocide programmé. Et toutes ces organisations, personne n'a levé le doigt. Moi, je ne comprends pas. Donc, le peuple algérien
maintenant, plus que jamais, est appelé à se mobiliser parce qu'il s'agit d'une tentative d'atteinte à la sécurité nationale, à la déstabilisation du pays. Donc maintenant, il n'y a plus de partis politiques. Il faudrait qu'on se mobilise comme dans les années 90. C'est une responsabilité partagée, Madame El Habib. C'est la responsabilité est du simple citoyen, aux militants de la société civile, aux partis politiques, aux journalistes, aux hommes de culte. Tout le monde est responsable. Ce n'est pas uniquement l'affaire du gouvernement. C'est l'affaire de tout le peuple algérien. C'est le moment de mettre de côté toutes ces luttes partisanes, idéologiques et autres, et se mobiliser pour faire face à ce front. Et franchement, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi on s'acharne avec cette force contre l'Algérie. Vous l'avez bien dit, ce sont ses positions, oui, ce sont ses positions et ses principes. Mais émanant d'organisations de droits de l'homme et autres, heureusement que les organisations humanitaires sont témoins et elles ont toujours témoigné leur soutien au CRA et ils ont félicité tout le temps le CRA pour la qualité du travail accompli. Madame El Habib, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci pour votre soutien déjà à tous ces migrants et pour tout le travail que vous faites. Écoutez, quand on a été soi-même réfugié, on comprend la douleur des réfugiés. Effectivement. Bonne continuation à vous, Madame El Habib. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Alors, on continue avec le programme de Bonjour d'Algérie. Dans un petit moment, on va parler encore une fois d'hygiène de vie. Donc, ce sera relation entre sommeil et nutrition et aussi perte de poids. Mais avant cela, je vous propose de découvrir ce reportage signé Soumeya Zerouali qui revient sur l'agroécologie et le collectif Torba. Donc, c'est un collectif assez connu qui travaille sur le terrain depuis un beau moment pour la promotion de l'écologie, pour la protection de l'environnement. Je vous laisse découvrir ce reportage et on recevra Jalil Meraska juste après. Revenir à la terre nourricière afin de consommer des produits sains et frais issus de l'agroécologie, c'est le concept novateur développé par le collectif Torba, une association agroécologie qui constitue un réseau important pour sauver l'agriculture paysanne en Algérie, en ayant pour slogan « Cultivant notre santé ». Quand on dit agroécologie, c'est prendre soin de soi et de la terre, c'est-à-dire qu'on sait très bien que les pesticides tuent la terre, tuent tout le vivant de la terre et tous les produits chimiques que l'on met en la terre, elle nous le renvoie. Je pense que si tout le monde est malade en ce moment, c'est dû à cause de ça. Voilà. C'est qu'on mange du pesticide et on sait très bien ce que ça donne. Donc on est très sensible. Donc et au-delà de... Vous savez, ça commence un peu par son confort personnel et puis après il y a une expansion de la conscience. Le sol doit se nourrir tous les jours, comme nous, comme tout ce qui est vivant. Ce n'est pas un substrat où on met notre plante pour qu'elle fasse des racines. C'est un milieu vivant. Il contient plus de vie que ce qu'il y a au-dessus. Donc il faut en tenir compte. L'agriculture, disons, conventionnelle d'aujourd'hui nourrit la plante synthétiquement. Nous, on laisse la plante se nourrir du sol. Nous, on nourrit le sol. Voilà. C'est ça la différence de l'approche. Ces amoureux de la terre ambitionnent à développer une agriculture urbaine en appliquant les techniques de la permaculture qui consiste à cultiver ses fruits et légumes sur les balcons, les terrasses, les parkings ou tout autre terrain se trouvant en périphérie des zones habitables. C'est pourquoi les membres de l'association expérimentent des jardins partagés comme ici à Bouzrea ou Siara, un centre de formation et d'insertion professionnelle des jeunes. Ici, dans ce centre-là, on a intégré une formation pour les jeunes en agriculture saine. C'est-à-dire, on fait de l'agriculture biologique, on amende le sol, on fertilise le sol par des produits sains, avec de la nature, et on a créé aussi des jardins partagés. Donc on offre à des familles qui habitent les environs des carrés de jardin. Après une journée de formation, et ils peuvent faire de leur propre maraîchage et cultiver leurs propres produits. Le jardin partagé, c'est une parcelle de terrain qui appartient au Siara, qui travaille en partenariat avec le Torba. Et le but, c'est de cultiver, utiliser le terrain. C'est une expérience magnifique. D'abord, on est au contact de la terre. Pour moi, c'est une passion. J'aime la terre. Et en plus, surtout, c'est du bio, c'est du naturel.
On en a marre de ces produits qui n'ont rien à voir, avec nous et qui nous ont appauvri le sol. Encourager et sensibiliser le consommateur algérien à vivre dans le respect de la terre, de la nature et de l'environnement, c'est l'ambition de cette association innovante qui ouvre la voie à une agriculture biologique en Algérie et rassemble autour d'elle des centaines d'amoureux des aliments bio. Et voilà, de retour donc, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Alors en ce moment, nous recevons Djaïl Miraska qui est le spécialiste maison donc, de la nutrition et du sport surtout. Djaïl, bonjour. Bonjour. Ça va, ça se passe bien? Ça va, ça va. La chaîne YouTube? Oui, ça va très bien. Toujours active, oui. Toujours active, toujours donc à l'écoute des sportifs, de ceux qui veulent avoir une bonne hygiène de vie surtout. Oui, même les non-sportifs, on les incite à, justement à adopter une bonne hygiène de vie généralement. Voilà. Alors aujourd'hui, ça va être un thème très particulier et un thème qu'on dénigre en fait compte et auquel on ne donne pas beaucoup d'importance, c'est le sommeil. Et puis surtout quand on est sportif, on se permet aussi de tout faire. On se dit bon, allez, on fait du sport, je peux me permettre de tout faire. Et pourtant, il faut avoir une hygiène de vie très particulière. Exactement. Généralement, quand on parle du sport, on parle derrière aussi de la nutrition, donc qui est une partie aussi intégrante de toute cette hygiène de vie, de l'hygiène de vie du sportif en tout cas. Et le sommeil, généralement, soit on le met au second plan. Bon, on dit que le sommeil, bon, c'est évident, alors que généralement, on se base beaucoup plus sur la quantité, mais pas la qualité de sommeil. Et justement, ce sera l'objet de cette rubrique. C'est vrai qu'on parle toujours, alors de tel âge à tel âge, on a besoin de 8 heures de sommeil, de tel âge à tel âge, 6 heures de sommeil, mais on ne parle jamais de qualité, effectivement. Ben justement, et en parlant de qualité, il y a eu une étude sur l'université de Chicago. Voilà. Ils ont pris 2 groupes de personnes, d'individus, donc sportifs, dans lesquels on a mis une restriction calorique, c'est-à-dire on les a privés de nourriture, pas totalement, hein, c'est pas du jeûne, mais c'était ce qu'on appelle une restriction calorique, donc ils étaient en déficit en termes d'énergie, de calories, pour perdre du poids, évidemment. Donc on fait un déficit calorique pour perdre du poids. Et en même temps, donc, ils avaient une routine d'exercice physique, donc un entraînement plus ou moins régulier. Et ils avaient le même programme alimentaire ainsi que le même programme sportif. D'accord ? Donc c'était identique pour les 2 groupes. La différence entre les 2 parties, c'est que le lendemain, donc on les a privés, un groupe a été privé de sommeil, a été privé de 3 heures de sommeil. D'accord ? Et l'autre groupe donc, a dormi 8 heures de sommeil de qualité, donc un sommeil profond. Okay ? Il s'est avéré que le lendemain, donc la conclusion, c'est que les personnes qui ont été privées de sommeil ont eu plusieurs résistances, notamment à la leptine, qui est l'hormone de satiété, à l'insuline, et aussi donc une insuffisance de mélatonine. Donc carrément une suppression de mélatonine, qui est justement l'hormone qui régule le sommeil. D'accord ? Donc c'est pas l'hormone du sommeil, mais elle régule le sommeil. Donc en fait, les personnes qui ont dormi 8 heures de qualité, je dis bien, donc j'insiste sur ce point, ont eu donc 55% ils ont brûlé 55% de graisse, plus que le groupe qui a été privé de 3 heures. C'est énorme, 55%. Vous voyez, donc c'est... 55%, c'est un peu plus de la moitié quand même. Bah, tout à fait, exactement. Une seule nuit de sommeil, une seule nuit de privation de sommeil. Donc voilà, ça a été une expérimentation. C'était une expérience d'une seule nuit seulement. Oui, c'était une privation d'une seule nuit. Et une autre étude justement a été faite à Stanford, je pense si je me rappelle bien, ils ont pris pareil, donc ils ont privé un groupe de sommeil à des heures précises, parce qu'en fait on sait bien qu'on peut dormir 8 heures, 9 heures, mais à des heures un peu aléatoires, et on ne respecte pas l'horloge biologique, on peut avoir un sommeil de mauvaise qualité, on n'a pas l'énergie nécessaire. Et on peut très très bien dormir 4 heures ou 5 heures ou 6 heures, dans un cycle qui est bien respecté, d'accord, donc un cycle biologique, et on est très bien, on a un sommeil de qualité. Donc finalement, c'est pas une question de combien d'heures finalement on doit dormir, surtout chez les sportifs, parce qu'on vient de voir que ces sportifs-là, donc ils avaient une hygiène alimentaire qui était plus ou moins correcte, ils avaient ils s'entraînaient, donc ils avaient fait des sportifs, donc c'est évident, mais
voyez qu'une simple... ils ont négligé juste un facteur qui semble évident, qui semble... on ne donne pas assez d'importance. Ils voyaient que 50% Là, c'est pour dire qu'il y a un rapport qui est très très étroit entre le sommeil et la gestion de poids, d'une manière générale. C'est-à-dire que ça soit d'une prise ou perte... Voilà, donc c'est des études vraiment récentes. Hein. Alors justement, Jalil, parfois on dit toujours, on endoctrine, j'ai envie de dire, les lecteurs, et on endoctrine les gens en leur disant, si tu as tel âge par exemple, ça veut dire qu'il te faut exactement 8 heures de sommeil. Alors, il y a d'autres études qui disent, en fait, c'est chacun sa nature. Que pensez-vous de ça? En fait, il y a des gens qui ont besoin juste de 6 heures de sommeil, d'autres qui ont besoin peut-être de 10 heures de sommeil, et que ce n'est pas, en fait, une règle générale. Que pensez-vous de cela? Ce n'est pas une règle générale, bien sûr. C'est pour ça que maintenant, on parle plus de qualité. On parle plus de qualité. C'est-à-dire, on voit que la personne, comment qu'elle se sente, comment qu'elle réagit face au nombre de sommeil ou plutôt à la qualité de sommeil, plutôt. Voilà. C'est-à-dire, finalement, c'est une question aussi d'endocrinologie, donc d'hormones hein, principalement, puisque à partir de 18 ans, donc 20 ans, il y a les hormones il y a l'hormone de croissance qui arrive à un certain plafond, donc à l'âge de 30 ans, donc elle commence à baisser à l'âge de 30 ans plutôt, et l'hormone de croissance elle-même participe à brûler du gras, donc on l'appelle aussi l'hormone de la jeunesse ou du bien-être ou du fitness en général, donc, et elle est sécrétée majoritairement quand on dort. Voilà. Donc vous imaginez que les personnes qui sont plus âgées, donc quand on dit âgées relativement, à partir de 30 ans, 40 ans, l'hormone de croissance commence à baisser, même si on dort. Voilà. Vous voyez, donc ça devient de plus en plus difficile de mieux dormir à partir de 30 ans, 40 ans que quand on était à 18, 20 ans. Donc quand on était à 18, 20 ans, relativement on brûlait plus de gras et on maintenait plus de masse musculaire et c'est relatif. Donc tout est lié finalement. Donc pas que l'exercice et la diète encore une fois. Le sommeil a une place très 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 importante. Je dirais même que il y a un certain Stevenson, si je me rappelle, c'est quelqu'un qui a écrit un bouquin sur le sommeil profond. Il est nutritionniste. Hein, pour vous dire qu'il a écrit un bouquin sur le sommeil, mais à la base son domaine c'est la nutrition. Il insiste sur ce point, il dit que même le sommeil, selon lui, bien sûr, c'est un avis, est beaucoup plus important que et la diète et l'exercice, et même si on les rassemble. C'est-à-dire, si vous que de la diète et de l'exercice, mais vous négligez complètement le sommeil, vous n'aurez pas les résultats attendus. Vous savez, je souris parce que vous me faites rappeler quelque chose. Lorsque mon garçon était bébé, comme beaucoup de bébés, on a toujours du mal à les nourrir. En fait, les bébés, ils refusent à un moment donné de manger. Donc, j'emmène chez le pédiatre, il ne mange pas. Alors, est-ce que ton fils dort? Ah oui, il dort très bien. C'est la chose la plus importante. Exact. En fait, c'est ce que les pédiatres aussi disent aux mamans, aux parents d'une manière générale. Si l'enfant dort très bien, ne vous inquiétez pas pour la nourriture. Donc, en fait, on ne donne pas l'importance au sommeil qu'il faut. Alors, justement, dans cette perspective, comment réguler le sommeil? Comment avoir un bon sommeil? C'est une bonne question, en fait, parce qu'il y a aussi... on a parlé un petit peu de la mélatonine. La mélatonine, pour rappel, donc c'est l'hormone qui régule le sommeil, d'accord, et elle protège les neurones. Donc c'est une hormone neuroprotectrice. Et c'est un antioxydant très très puissant. C'est-à-dire elle permet de lutter contre tout ce qui est maladies dégénératives, le cancer. Donc déjà cette hormone, naturellement, elle est là. Si on dort bien, on est protégé contre tout ce qui est maladies dégénératives. Et aussi, donc, on a découvert récemment, parce que c'est vraiment récent, hein, donc la mélatonine, on connaît finalement très très peu sur le sommeil, on ne connaît pas beaucoup de choses, et que la mélatonine, donc, même elle permet, d'une manière directe ou indirecte, de brûler du gras. Et comment? Donc c'est justement, donc c'est l'étude a été faite à Stanford University. Donc ils ont parlé de la mélatonine. Elle permet de mobiliser en fait ce qu'on appelle le tissu adipeux brun. C'est on appelle ça les graisses brunes, voilà, communément. Et c'est des graisses qui font perdre du gras. Voilà, ça paraît un peu paradoxal, mais c'est des graisses qui brûlent du gras. Voilà, exactement. Donc c'est en fait ce tissu adipeux brun, il est chargé en ce qu'on appelle les mitochondries. Donc pour ceux qui sont dans le domaine de la biologie là, ils savent de quoi il s'agit. Donc c'est une centrale énergétique. En fait, voilà, mitochondrie, c'est la centrale énergétique par excellence. Donc où là la production d'ATP. Donc voilà. Donc finalement ce tissu adipeux brun. Donc c'est ce qui permet justement de brûler plus de gras, et c'est le rapport entre la mélatonine par exemple et la perte de gras.
On est spécifique là, donc c'est pas juste perdre du poids, c'est vraiment lié. Et aussi la leptine. La leptine, on a dit que c'est l'hormone de satiété. Et vous savez que quand on dort pas, ou on dort mal, c'est plutôt le mot, quand on a un sommeil de mauvaise qualité, donc on crée une seule nuit de privation. Encore une fois, une seule nuit, elle mène à une résistance à la leptine. Et la leptine, donc, vu que c'est l'hormone de satiété, si on dort mal, généralement, donc on a constaté chez certaines personnes que le lendemain, ces personnes-là ont leur faim augmente, voilà, et l'envie de manger, et aussi pas manger n'importe quoi, c'est-à-dire c'est généralement chercher tout ce qui est gâteau, sucrerie, le salé, voilà, donc ça a été expérimenté. Ce sont des désirs, plutôt des envies. C'est des envies qui sont normales, voilà. Ce qui sont plutôt, c'est une conséquence d'hormones, voilà, de sécrétion d'hormones ou d'inhibition de certaines hormones, puisque quand il y a la suppression de mélatonine, quand il y a une résistance à la leptine, donc et l'insuline, donc ça crée un environnement qui est favorable à une prise de gras, par exemple. Et voilà, donc finalement, c'est toute une question d'hormones. Et quand on sait manipuler par les choses les plus simples, finalement, c'est juste de dormir bien. Voilà, on va régler pas mal de choses. Après, là, je parle d'une manière générale. Bien sûr, après, il y a des cas où, si vous prenez par exemple une personne qui dort pas parce que pour des raisons professionnelles ou pour des raisons là il y a d'autres solutions qu'on peut envisager, voilà. Mais là je parle vraiment d'une manière pour un sportif amateur ou même professionnel qui veut rester en bonne santé. Et voilà, donc c'est un petit peu ça tout le rapport entre le sommeil et voilà, gérer son poids. Alors là, vous me faites rappeler aussi autre chose, une observation qui a été faite comme ça entre nous, déjà entre amis, entre familles, entre collègues. C'est vrai que lorsqu'on dort mal, par exemple, le lendemain, on se lève avec des ballonnements. Donc en fait, quand on a un gros ventre, et on se demande, on se dit, bon, peut-être que j'ai pris des boissons gazeuses, peut-être que j'ai beaucoup mangé le soir. Mais en fait, c'est pas dû à la nutrition, aux aliments ou aux boissons gazeuses, mais c'est beaucoup plus à ce sommeil. Ben justement, donc vu que maintenant on peut conclure que se priver de sommeil, dans des problèmes autres que juste se sentir mal, ou bon, ça c'est des conséquences qui sont un peu normales. Mais après, quand on sait très très bien que là c'est pas pour rien qu'on dort un tiers de notre vie, hein. C'est un petit peu ça l'histoire. Et après c'est pas se focaliser sur combien d'heures, parce que justement c'est ce qu'on a reçu comme recommandation tout le temps, c'est dormir 7 heures ou 8 heures. C'est pas ça la question, c'est suivre son rythme biologique, c'est une horloge interne qu'on doit respecter, et beaucoup d'études aussi sur le rythme circadien, c'est-à-dire le rythme biologique, quand faire de l'exercice, ça aussi c'est important, hein. C'est-à-dire tout est lié pour avoir, parce qu'en fait la question c'est comment avoir ce sommeil profond. Voilà, c'est vraiment ça le plus important, c'est comment avoir ce sommeil de qualité. C'est d'abord l'exercice et la nutrition sont très très importants, puisqu'ils vont influer directement sur ce rythme biologique. Mais les personnes qui dorment mal, voilà, parce que vous allez dire peut-être que finalement je mange bien mais je m'entraîne et après le sommeil. Donc finalement, alors je vais juste bien dormir, mais non, ça marche pas comme ça. En fait, c'est une chaîne, c'est un cercle, on va dire c'est 3 parties qui travaillent de la même manière, voilà. C'est-à-dire, on va dire que si un des facteurs manque, vous allez voir un problème. Mais le sommeil, je dirais qu'il est vraiment majeur dans cet aspect d'hygiène de vie et surtout de gestion de poids. Là, on est un petit peu dans l'esthétique, mais gérer son poids et perdre du gras peut être influé par gérer son sommeil, voilà. Merci beaucoup, dès cette nuit. Merci beaucoup, Djaï, donc pour toutes ces précisions. Je vous en prie. Mais dans quelques temps, donc vous lancez un autre projet, notamment une formation. Tout à fait, donc ça sera une formation pas sur le sommeil cette fois-ci, voilà, parce que le congrès du sommeil a été déjà organisé en Algérie, pour dire l'importance du sommeil. Donc moi je vais organiser une formation sur la nutrition du sportif. Donc c'est vraiment exclusif. C'est une formation qui a pour public donc les coachs sportifs, les nutritionnistes, les diététiciens, les biologistes, les pharmaciens et même les passionnés du sport, hein, c'est-à-dire pas que les professionnels ou c'est les premiers étudiants, en fait, voilà, exactement, et qui viennent, voilà, donc ça sera 2 journées pleines où donc ça sera une formation et workshop, hein. Donc il y aura même des ateliers sur comment avoir des stratégies nutritionnelles pour différents objectifs. Ça va se passer quand le 20-21 juillet, Inch'Allah. Donc c'est dans à peu près 3 semaines, hein, voilà. Là
l'appel est lancé, donc l'appel est lancé, l'invitation est ouverte. Alors vous, ils se croient bien. Ils pourront me contacter sur les réseaux sociaux, sur DZ Fitness et Nutrition, à Facebook, Instagram et même YouTube. Voilà. Parfait, merci beaucoup Jalil. Je vous en prie. Bonne continuation, donc on vous verra la semaine prochaine sur un autre sujet. D'autres sujets. Voilà, merci beaucoup Jalil. Alors, vous avez prévu quelque chose pour ces vacances? Ouais, c'est une bonne question. pas vraiment, non. Pour le moment, c'est juste mon sport, ma vie professionnelle et puis voilà. Mais sinon, quelque chose, ça sera les formations. Il y a un adage qui dit travailler. Attendez, là, je l'ai sous la langue. Alors, travailler, c'est la santé, se reposer, c'est la préserver. Ah oui, c'est vrai. Voilà, donc il faut se reposer. Et justement, nous avons une bonne destination. Pourquoi pas, hein, peut-être que ça vous donnera des idées pour aller vous reposer. C'est Hammam El Ouane, certainement, vous connaissez. Oui, bien sûr. Voilà, c'est quand même un endroit mythique. C'est quand même un endroit très prisé. Et justement, Faria El Hamdi s'est déplacée à Hammam El Ouane. Elle est revenue avec ce reportage. Et juste après, donc, nous allons approfondir sur cette infrastructure, sur tout ce qu'elle offre comme service. Alors, je vous laisse d'abord découvrir le reportage et on se retrouve juste après. Elle est synonyme de relaxation, de détente et d'évasion. Elle évoque aussi le mystère, le charme et la quiétude. La vallée Hammam El Ouane, cette vallée aux sources chaudes, a façonné l'imaginaire de plusieurs générations d'Algériens. أنا جيت très jeune كنت نجي مع والديا الله يرحمهم ويوسع عليهم كنت نجي نشوف الناس مرضى يجيبوهم يعالجوهم سيتو هذا واش كنت نعرف سيتو لا ما فينا نجو بكري نجو لهنايا ونبدلوا شويه على الدار وكامل ثم تكون مليحه صيف راحتي في حمام الوان كاملها مشيت على بلاج Situé à une quarantaine de kilomètres de la capitale Alger, Hammam El Ouane jouit de l'immense privilège entouré de forêts majestueuses et traversé par un oued qui ne tarit jamais. حمام الوان يعني ما هو معروف من البكري من زمان من جدودنا نعرفوا حمام الوان كانوا بكري يزوروا الوالي سيدي سليمان وكانوا يجوا لهنا للواد كانوا زمان يذبحوا الجاد طوايش تاع زمان هذوما اللي يديروهم جدودنا ومن بعد حنايا جينيراسيون تاعنا شغل تبدلت شويه ولينا ما نديروش هذوك الطبايع ولينا نجو كاين اللي بولادها تجيب ولادها لي فامي يجوا لهنا يجوزوا لا جورني. La célèbre station thermale a connu des travaux de modernisation qui lui ont redonné son aura d'antan. Hammam El Ouane, c'est une très ancienne source d'eau découverte avant les Français par les Ottomans. Un petit historique, Hammam El Ouane, selon les dires, selon les récits qui nous ont parvenus, c'est le nom d'une fille qui est passée par là, c'est la fille du Dey, qui était malade, qui avait des maladies de peau et qu'on devait soigner. Ça n'a pas été soigné par les médecins d'antan, mais on l'a ramené à Hammam. On a conseillé à son père Hammam El Ouane. Ils ont séjourné ici pendant 15 ou 20 jours, je ne sais pas combien. Ça, c'est des récits qui nous ont été transmis par les plus anciens. Et elle a été guérie grâce au miracle des eaux de source de Hammam El Ouane. Bonjour. Tu es à Hammam El Ouane. Oui. Qu'est-ce qui t'a attiré le plus ici à Hammam El Ouane? La piscine. Tu es venu avec qui? Avec maman? Je suis venue avec ma grand-mère Titis et ma tante Bila. Très bien. حممتي عمتي في الوادي توشا. Oui, في الواد et dans la piscine. Et vraiment, c'est très bien, c'est une bonne ambiance. Je viens souvent ici, je suis satisfaite. Vraiment, je préfère venir ici que de partir à la plage, franchement. Même je me sens moralement et physiquement, je me sens bien. الناس طيبين والحمام مليح والكالم والنقا واللي يجي مريض يبرى. على كل حال صافي بليزير الله يبارك وان شاء الله يزيد يتحسن وان شاء الله كيما يكونوا واقفين معاه ثاني ان شاء الله هذا ما كان ان شاء الله يريح هكذا وان شاء الله ثاني يكون ماشي غير حمام الوان يكونوا حمامات واحد اخرين ان شاء الله منا وروح وماذا بينا احنا كيما يقولوا لاجيريان يروح الجزائر ما يروحش لتونس. Une virée qui fait le bonheur des grands et des petits en ce moment de chaleur.
Il faut dire aussi que Hammam El-Ouane ne fait pas le bonheur que pendant les périodes chaudes, mais aussi pendant toute l'année, du moment que Hammam El-Ouane, donc il est ouvert à tout le monde tout au long de l'année, même si Hammam El-Ouane donc a connu ces derniers temps des rénovations, donc pour mieux accueillir les estivants et puis même les curistes. Et justement avec nous pour parler pour avoir plus ample information, avec nous M. Fodil Abdelrahman qui est le gérant donc, du complexe Hammam El-Ouane. Bonjour à vous. Bonjour madame, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles. C'est comme ça qu'on dit, non Mesdames, mesdemoiselles. Messieurs. Et téléspectateurs aussi, bien sûr. Et messieurs aussi. Parce messieurs, que, bien sûr. Même si vous voulez les enfants, allez-y vers les enfants, parce que c'est tout le monde qui nous regarde, en fait. Voilà. Alors, Monsieur Abdelrahman, vous êtes le gérant du complexe Hammam El-Ouane. Et donc, alors, avant de parler donc, de cette infrastructure qui est déjà très, très connue auprès des Algériens, peut-être un rappel historique, parce que c'est vraiment une source, d'abord, c'est une source d'eau qui est quand même mythique. Absolument. D'après les deux légendes dominantes depuis l'arrivée du bey d'Alger, et avant même l'arrivée des Ottomans, puisqu'on a parlé à un certain temps de passage romain. Après vérification, on n'a jamais trouvé de vestiges romains dans la région. Et donc, il y a deux légendes. La première parle d'une fille, c'est la fille du bey d'Alger, qui était pratiquement paralysée. Maladie de peau et ainsi de suite. Donc, ces médecins lui ont conseillé les eaux de Hammam El-Ouane. Je parle des eaux thermales. Effectivement, la légende aussi conclut que cette fille-là s'est baignée dans les eaux de Hammam El-Ouane. Elle en est sortie guérie. Et le bey d'Alger, reconnaissant les bienfaits des eaux de Hammam El-Ouane, a construit un mausolée d'Akbar. La deuxième, on parle du sultan Slimane ou Salomon, qui de passage en Afrique s'est ajourné au niveau de Hammam El-Ouane et trouvant que les eaux de Hammam El-Ouane sont apaisantes, les bienfaits ils sont un petit peu miraculeux. Il a fait travailler les djinns, selon la légende toujours, c'est des djinns sourds, muets et ne voyons pas, non-voyants. Finalement, les bienfaits et les miracles des eaux de Hammam El-Ouane ont été justifiés, confirmés. On lui a posé la question pourquoi les djinns aveugles, muets et non-voyants. Il a dit pour garder les secrets des eaux de Hammam El-Ouane. Voilà les deux légendes dominantes du temps des Ottomans à ce jour-là. D'accord. Alors là, ce sont quand même de jolies légendes, mais il faut dire que les secrets n'ont pas été gardés, parce qu'aujourd'hui on connaît oui, bien sûr, parce que les bienfaits de la parce que les Français, en arrivant en Algérie, ils ont procédé à des analyses en 1927. Donc, entre autres, nous avons aussi des bulletins d'analyse périodiques que nous faisons, et ils ont aussi arrivé à la conclusion que ces eaux-là contenaient des produits, des minerais, des matières, des gaz, et ils ont aussi confirmé l'utilité, l'efficacité de ces eaux-là quant aux soins qu'on peut prodiguer à certaines maladies ou qu'on peut amener pour soigner certaines maladies. Entre autres, les rhumatismes, les arthroses, soigner le pancréas, les reins. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'on peut boire l'eau de Hammam El-Ouane. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Ils ne savent pas qu'on peut boire de bon matin 3 gorgées ou 4 gorgées des eaux de Hammam El-Ouane. C'est apaisant. On peut soigner le stress, on peut soigner une multitude de maladies qui généralement touchent les êtres humains surtout. Donc ces analyses-là ont été faites la première fois en 1927 par les Français. Et c'est pourquoi les Français ont construit des hôtels pour les Européens et des parties pour ce qu'on appelait dans le temps des indigènes. Donc l'habitude, la tradition a voulu que Hammam El-Ouane garde un petit peu sa valeur, comment dire, sa valeur mythique, sa valeur nutritionnelle, sa valeur secrète, puriste. Absolument, voilà. absolument. Et donc ces infrastructures sont ouvertes et sont opérationnelles depuis ce temps-là. Et là, dernièrement, donc, ces infrastructures ont été rénovées. Je corrige un petit peu, si vous permettez. On n'a pas rénové, mais on a reconstruit. À 100%
le complexe. Alors vous avez reconstruit à 100% le complexe et pourtant le complexe a toujours été fréquenté. Donc en fait, vous n'avez pas fermé la porte ni aux curistes ni aux estivants. On n'a pas fermé puisqu'on a procédé par étapes. On a gardé les anciens bains en fonction. On a démoli l'hôtel. L'ancien hôtel, il n'y avait pas de bain à l'intérieur de l'hôtel. Il y avait 2 ou 3 bassins. En reconstruisant l'hôtel, on a réalisé des bains à l'intérieur de l'hôtel. Quand je dis des bains, ce n'est pas des bains, des salles de bain seulement, des piscines, des jacuzzis, des salles de bain. En plus, c'est un hôtel 4 étoiles qui comporte dans sa totalité 74 chambres, dont 11 communicantes, 3 ou 4 suites. Il y a quelques chambres qui sont dotées de l'eau thermale. Pourquoi? Parce que des fois, on recevait des locataires avec des malades qui ne peuvent pas monter, redescendre l'escalier de l'hôtel. Et on a vu que, par humanisme, il faut doter certaines chambres pour les mettre à la disposition de ces malades. Une fois l'hôtel réalisé, une fois les bains de l'hôtel prêts à recevoir le public, on a démoli l'ancien bain. Donc il n'y a pas eu de rupture de l'utilisation de la source, ou là des eaux thermales de Hammam El Ouane. En parallèle, il y avait un autre chantier juste à côté de l'ancien bain, ce qu'on appelait dénommé les thermes. Et il y avait le lancement de réalisation de 2 grands pavillons. Un pavillon qui par la suite a été réservé à la gente masculine et un deuxième pavillon réservé aux femmes. C'est vous dire que de 6 h du matin à 20 h, une femme peut bénéficier de la piscine ou d'une salle de bain ou là, sans arrêt, sans rupture, sans aucun problème. Aussi pour les hommes. Donc on peut recevoir un certain nombre conséquent de personnes par jour au niveau de nos structures. Alors justement, c'est une structure qui ne reçoit pas seulement les curistes, mais aussi les estivants. On l'a bien vu à travers le reportage. Donc c'est un endroit qui est très fréquenté et très prisé surtout. Donc il y a beaucoup de monde qui viennent passer leur journée, passer les vacances au niveau de Hammam El Ouane. On n'a pas à se poser la question parce que premièrement, c'est la nature qui attire un petit peu des estivants. Ah oui, en milieu de plein forêt, quand même, c'est avec la fraîcheur. C'est la nature. Et on aura bien à avoir le maximum d'espace comme complexe. On ne peut pas accueillir la totalité des estivants. À longueur d'année, 365 jours de l'année, on continue à recevoir. C'est vrai que le flux diminue en période hivernale qu'en période d'été, en période de vacances. Et c'est pour ça, il y a une nature attirante. D'ailleurs, on a reçu des Français acteurs lors du tournage d'un film. Il y a 2 Français qui ne voulaient pas partir de la région. Ils voulaient rester à Hammam El Ouane. C'est surtout la nature. En plus, l'infrastructure qui est venue... C'est la magie de la nature, c'est normal. Absolument. En plus de l'infrastructure qui est venue ajouter un plus. Pas un petit plus, mais un très grand plus. Parce que les gens, au lieu d'aller à l'Ouad, se baigner dans une, comme on dit en arabe, dans une greta, il y a toute une piscine dotée de tous les moyens, de toutes les commodités que puisse trouver un Algérien actuellement qui part sur la Tunisie. Je suis désolé de le dire, mais je me demande si on vient à Hammam El Ouane, il y a des gens qui sont venus depuis 30 ans, on parle militaire à Hammam El Ouane, maintenant ils viennent chaque semaine. Voilà ce qu'il advient de Hammam El Ouane. Oui, avec les nouvelles commodités, les nouveaux avantages. Ajoutons à cela une commodité qui n'a jamais existé à Hammam El Ouane ou à Maqta El Zraq, le gaz de ville. Imaginez le gaz de ville qui traverse 15-17 km pour arriver à une bourgade là placée dans en bas d'une montagne, le mont Atlafien. Le gaz de ville à Maqta El Zraq, par exemple, il est passé par Hammam El Ouane. C'est grâce à cet investissement que certaines commodités arrivent à s'installer dans la région de Hammam El Ouane, Maqta El Zraq et autres. Quelle est la capacité d'accueil de Hammam El Ouane, de l'infrastructure actuellement? Ça va en expansion, vous savez. Parce qu'il y avait un problème de route qui était un peu délabré, un peu accidenté. Ça a été réparé. Maintenant, le flux varie entre 700 et 800 personnes jour.
700, 800 jours. Bon, les vendredis, les jours de week-end, vendredi. C'est tout au long de l'année ou c'est juste pendant la saison estivale? Non, il y a des périodes où ça diminue. Oui. Ça diminue jusqu'à 150, 200 personnes jour, parce qu'il y a l'hiver, il y a les occupations des uns et des autres, donc les gens ne sont pas tout le temps libres. Mais je dis qu'il y a des habitués de Hammam Louane, ils ne peuvent pas quitter Hammam, ils ne peuvent pas oublier Hammam Louane pour des raisons de santé surtout. Et justement, pour des raisons de santé, comment se fait la prise en charge des curistes à votre niveau? Vous savez que le projet réalisation complexe Hammam Louane, il va par étapes. Oui. On a réalisé un hôtel, on a réalisé les commodités de baignade, on a réalisé des piscines, des jacuzzi, des saunas, des appartements hôteliers. Il reste maintenant la partie médicale. La partie médicale, on l'entame, bien qu'on a réservé un espace à l'intérieur de l'hôtel pour ramener des spécialistes. Entre autres, des kinésithérapeutes, des orthopédistes, des généralistes. C'est surtout ça, c'est le maillon de généralistes, l'orthopédiste, le kinésithérapeute, les masseurs. L'espace, il est réservé. Les équipements arrivent petit à petit. Il y a un investissement qui va se faire. Encore, c'est un investissement très lourd. Il s'agit de réaliser une clinique pour des soins thérapeutiques qui va toucher un petit peu à l'ensemble de la gamme qui est connue dans le cas, c'est-à-dire dans le thermalisme. Il va y avoir des salles de rééducation fonctionnelle, il va y avoir des rhumatologues, il va y avoir des pneumologues, il va y avoir des dermatologues. Tout ça, le bâtiment, l'étude me durera, mais on doit lancer les travaux incessamment, Inch'Allah. Et ça va venir, mais dans les 1-2 années prochaines, peut-être avant. Peut-être avant, c'est le groupe ZAM qui prend en charge le volet réalisation. D'accord. Alors, c'est quoi votre programme? Est-ce que vous avez un programme particulier donc, pour cette saison estivale? Le programme, on a des bains individuels, collectifs ou collectifs jacuzzi, bien sûr. On a des masseurs qui sont déjà sur place, qui font des séances de massage. Pour le moment, c'est tout ce qui existe comme programme. Mais comme je viens de l'avancer, c'est une projection à moyen terme, pas à long terme, à moyen terme, qui va devoir se réaliser, Inch'Allah Rahman Rahim. Merci beaucoup, M. Abdelrahman. Donc, pour toutes ces précisions, peut-être un dernier mot pour vous? Là, j'invite l'ensemble des Algériens, au lieu d'aller en Tunisie ou là, ailleurs, ou là, en Turquie ou là, il y a beaucoup d'investisseurs, d'opérateurs algériens qui se sont investis dans le tourisme et le thermalisme en même temps. Et donc j'invite tous les Algériens à venir découvrir Hammam Louane surtout. Et nos bains et nos hôtels et nos commodités réalisées déjà et en exploitation. Et bien sûr la région de Hammam Louane qui est méconnue pour beaucoup d'Algériens. Merci beaucoup, M. Abdelrahman, pour toutes ces précisions. Alors, on va vous dire bonnes vacances à vous, parce que c'est un peu joindre l'utile à l'agréable avec votre travail, n'est-ce pas? Bien sûr, je vous invite à passer quelques jours de vacances chez nous. Voilà. Inch'Allah, on viendra. Inch'Allah. Inch'Allah, merci beaucoup. Alors, bonne journée à vous. Alors, le programme de Bonjour d'Algérie donc, continue. Et là, je vous propose de découvrir un reportage de Maya Amrani, qui est donc partie au niveau de la galerie Zwart, et qui est donc revenue avec ce reportage, avec cette couverture, si vous voulez, de cette exposition d'artisanat, donc exposition de vitrail et aussi de bijoux. Et donc je vous laisse découvrir ce reportage et on se retrouve juste après. La galerie Zwart reçoit cette semaine une artiste qui ne cesse de nous étonner et de nous éblouir. Avec talent et précision, Essia Boulhbel réalise soit des tableaux de peinture sur verre, soit des bijoux qu'elle renouvelle par des inspirations originales. La finesse, on la retrouve dans le détail de ce que fait Essia, dans ses dessins. Par exemple, la gandoura constantinoise, on retrouve la broderie, on retrouve srab, l'ambar, le johar, le mskiya, tout. Et ça, je trouve que c'est magnifique. De sa peinture émane un certain charme et de ses créations de bijoux, beaucoup d'originalité.
J'ai voulu inviter Madame Assia Bouhlhbel pour une exposition parce que son travail il est très intéressant. Elle sort un peu de l'ordinaire, que ce soit côté bijoux ou côté vitrail. Et c'est ça qui m'a incité à l'inviter pour une exposition à la galerie. En fait, il y a beaucoup de monde qui aime beaucoup son travail parce que les bijoux ils sont faits d'une manière très originale. Elle utilise beaucoup de matériaux, et elle fait aussi de la récupération et c'est ça qui fait son succès. Assia est restée dans la nostalgie d'une enfance vécue, dans les traditions et les rituels, dans les senteurs. Ces moments gravés dans sa mémoire lui donnent cette ardeur de vouloir transformer, toucher et modeler les matières. Donc j'avais commencé par des essais sur un support en verre. Cette transparente m'avait attirée, ses couleurs, donc au fil des ans, j'avais développé une technique. Je suis autodidacte, donc je me suis lancée toute seule dans cette aventure. J'avais commencé par... j'étais beaucoup plus dans l'africain, dans des silhouettes de femmes très allongées. En 2011, il y a eu un déclic, donc je voulais être en contact de gens. C'était certainement un but lucratif, mais c'était surtout le regard de l'autre. Donc je voulais voir où j'étais, si ça plaisait. Donc, alhamdoulilah, ça a fait une très très belle impression. Donc par la suite, je suis restée plusieurs années dans les peintures. J'ai développé d'autres thèmes, j'ai travaillé avec des entreprises. Et je me suis vue aller vers les bijoux par la suite. Je ne sais pas, je pense que tout remonte à mon enfance. J'ai été dans une famille, mon père était très bon dessinateur, ma mère était une femme douée, d'ailleurs j'en parle dans ma biographie. On a grandi dans des senteurs de... Ma mère, toute petite, on avait un alambic à la maison, donc c'était des journées en grande prairie. On allait cueillir nous-mêmes les fleurs d'oranger. Ma mère organisait pour cela un grand pique-nique. Donc c'était les échelles, c'était les arbres et le soir, elle le laissait. Le lendemain, elle transformait ces pétales de fleurs d'oranger et d'eau de rose en extrait. Assia Bouhlhbel, artiste autodidacte, nous surprend agréablement par ses superbes compositions. Elle s'exprime en couleurs, en forme et en relief. Et voilà, c'était une très très belle exposition et c'est Maya Amrani donc, qui a été sur place et elle est avec nous ce matin. Maya, bonjour. Bonjour Noor. Ça va Maya? Merci beaucoup. Toujours si élégante. Merci beaucoup et vous aussi, vous n'avez rien à envier. Alors aujourd'hui, vous n'êtes pas venue seule comme à l'accoutumée? Voilà, j'ai une invitée et pas des moindres. C'est Dr Oumnia qui est avec nous, Oumnia Linda. Surtout, on est juste aux portes de l'été. Oui, et puis vous attendez les réductions de centimètres. Oui. Oui, ils vont comprendre les téléspectateurs dans un petit moment pourquoi on parle de centimètres. Exactement, parce que là, bon, on revient d'abord sur l'exposition. Alors, vous nous présentez quand même notre invitée? Oui, Dr Oumnia Linda, bien sûr, qui est avec nous, qui est médecine esthétique et surtout spécialiste dans le rajeunissement, l'amincissement, la nutrition et tout et tout. Ah, beaucoup de choses qui intéressent les femmes. Vous allez en savoir plus tout à l'heure, beaucoup de choses qui intéressent les femmes. Pas que les femmes. Non, pas que les femmes. Tout à fait d'accord. C'est pas mon cas, c'est pas mon cas. Mais vous avez vu ça, Hakim, on vous a exclu pendant la transition, on vous a exclu maintenant. Mais franchement, avec toute votre gentillesse, avec toute votre galanterie, on trouve le moyen d'être un grand envers vous. Mais c'est toujours comme ça, on est trois femmes, il n'y a que non. Donc, et puis il est tellement gentil. Infériorité numérique. Il est tellement gentil. Il a toujours été réservé. Hakim, bonjour. Merci. À vous. Bonjour. Bienvenue. Alors on va revenir à vous. Pas de souci. Juste donc après avoir fini le débat avec Maya, pour revenir encore. Il y a quand même de mauvaises nouvelles aujourd'hui comme hier ou ça va? Enfin, oui. Il y a des déceptions, mais bon. Il y a quand même des médailles. Oui et non. Très bien. Alors on reviendra à vous dans un petit moment. Alors Maya, avant de parler donc de toutes ces belles choses qui intéressent les femmes particulièrement à l'entrée donc de cette saison estivale, on revient juste à cette exposition à laquelle vous avez assisté. Assia Bouhlhbel, qui est connue à la galerie Eswart, qui est connue déjà par la confection et la création de bijoux et aussi les tableaux vitrails. Tout à fait. C'est une artiste. C'est une artiste vraiment complète. Elle fait de la peinture, elle est artiste peintre et elle est en même temps dans la création de bijoux. Et les bijoux
qu'elle crée à travers de la récup aussi. C'est ça qui est intéressant. Par exemple, les noyaux de dattes, les noyaux d'abricots, etc. Elle arrive à en faire de très beaux colliers et de très beaux bijoux. Vous qui êtes dans la beauté, dans la nutrition, vous avez beaucoup d'informations par rapport à ça. C'est vrai que lorsque nous avons ce contact direct avec j'ai envie de dire, les matériaux naturels, ça joue aussi sur la personne, sur le stress, sur le bien-être. Voilà, on m'a raconté ça déjà dans le Sud. On m'a dit que c'était très, très bon pour le moral, pour la santé même, pour le mauvais œil aussi. Oui. Parce que nous, on parle beaucoup de mauvais œil. Enfin, ça parle un peu dans le monde entier. On a juste l'impression que c'est spécifique à nous. C'est vrai que dès qu'on tombe malade, on se dit c'est le mauvais œil. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est le mauvais œil. Bon, on met tout. Les ondes négatives. Et aujourd'hui, justement, vous êtes venu avec un autre sujet qui est tout aussi intéressant et aussi important parce qu'on a beaucoup tendance à vouloir maigrir, mais on le fait d'une façon parfois, j'ai envie de dire, maladroite. Et ça se répercute sur la santé. Alors on reste dans le bien-être à travers les bijoux, les expositions, les artistes peintres, etc. Là, on revient à quelque chose de très important, surtout pour la saison, parce qu'on a commencé à se dévêtir maintenant, à enlever les manteaux qui cachaient les formes. On prépare l'été, on prépare le maillot, on se prépare. Et puis, on a besoin de se faire quand même une beauté, même pour soi-même, pour sa santé, n'est-ce pas, docteur Oumnia? Absolument, non mais voilà, c'est vraiment la tendance à partir d'une certaine période de l'année, tout le monde commence à penser à les femmes et les hommes aussi, hein, je vous rassure, hein, commencent à penser à leur silhouette pour préparer l'été. Donc c'est vraiment la période où on a un engouement important et intéressant de personnes qui pensent à leur silhouette, mais après derrière on se rend compte qu'il n'y a pas que la silhouette qui a été touchée, mais l'état de santé aussi a été quand même assez mal... la santé a été assez mal entretenue pendant toute l'année par rapport à ce surpoids ou à cette obésité. Et on a un pourcentage très important maintenant de surpoids et d'obésité en Algérie, contrairement à il y a quelques années. Donc par rapport à cette transition économique qui sévit actuellement. C'est le mode de consommation aussi qui a et la consommation qui a énormément changé, la sédentarité, le manque d'activité physique, même si beaucoup de personnes maintenant pensent à faire du sport, hein, donc aussi bien les hommes que les femmes, les petits et les grands. Mais les conditions ne sont pas toujours retrouvées dans tous les quartiers, dans tous les... Donc voilà, c'est pour ça que nous on essaye d'aider ou de transmettre un petit peu une adaptation alimentaire. Je parlerai peut-être pas de régime, mais une petite adaptation alimentaire pour que les gens puissent manger sainement et avoir une activité physique. Je ne parlerai pas non plus de sport, mais je dirais bouger, c'est tout. Voilà. Pouvoir bouger, parce que c'est pas toujours évident de trouver des conditions pour faire du sport. Et on n'a pas tous les capacités physiques quand on est en surpoids ou en obésité. Les gens ne sont pas en capacité physique pour faire du sport. Donc on parlerait... ce qu'on appelle la motivation. La motivation. La motivation, souvent, elle se fait en été, comme on disait, pour la silhouette. Merci de regarder. J'ai allusion à personne. Et la motivation se fait aussi par rapport à l'état de santé. Quand une personne commence à avoir des soucis de santé par rapport à leur surpoids et leur obésité, à ce moment-là, ils se rendent compte que c'est quand même très très important de perdre du poids. Au moins là, dans ce cas-là, moi je discute souvent, je dis, on n'est plus dans l'optique d'avoir une silhouette agréable, mais même si on a tous besoin d'avoir une silhouette agréable, quel que soit l'âge, mais on est là pour surtout traiter ces conséquences de l'obésité et du surpoids. Alors, il y a 15 jours, on a parlé cryolipolyse. C'est l'amincissement par le froid qui est très à la mode maintenant et qui est... et beaucoup de personnes se posent des questions justement concernant cette cryolipolyse. C'est une durée de combien de temps d'abord avant de revenir au rédustime qui est évidemment le complément de la cryolipolyse. La cryolipolyse, quand on l'a fait, quand on fait une séance de cryolipolyse sur plusieurs zones par exemple, on se limitera à un maximum de 4 à 5 zones par période. Donc pourquoi? Parce qu'on provoque une apoptose cellulaire, donc une mort cellulaire des cellules adipeuses, des cellules graisseuses par le froid, donc on les cristallise, donc elles meurent. Et la physiopathologie d'une cellule adipeuse ou de n'importe quelle cellule du corps, il faut qu'elle soit éliminée et cette élimination se fait
fait en plusieurs semaines. Donc le résultat se voit après plusieurs semaines, voire 6, voire 3 mois. Voilà, 2 à 3 mois. Donc ce qui fait qu'il faut attendre un petit peu à avoir un résultat avant de penser. Et la cryolipolyse en fait perdre une moyenne de 20 à 30% du bourrelet, donc il ne disparaîtra pas complètement. Si le bourrelet fait 4 cm, c'est un maximum pour une cryolipolyse, on perdra 20 à 30%. Si le résultat est satisfaisant, si la personne veut faire plus, donc on fera une autre séance au bout de 2 à 3 mois. Donc voilà le rythme d'une cryolipolyse. Alors il y a des gens qui refont au bout de 1 mois. Après, chaque médecin a son protocole. Exactement. Et parce qu'il faut savoir son... qu'une mort cellulaire, quand on en a beaucoup, il y a une toxicité du corps, donc il faut vraiment attendre un drainage lymphatique pour que ces cellules soient éliminées. Alors on va revenir au Réducim, qui est finalement la suite de la cryolipolyse. Éventuellement, et qui est une méthode très différente en fait. Elle est différente, effectivement. Voilà. Alors, on est venu chez vous, on a vu le Rédusim et on a fait un sujet évidemment. Et pour que les téléspectateurs puissent prendre connaissance de ce Rédusim, eh bien, on va le voir à l'image. Voilà, donc effectivement, c'est Maya Amrani qui s'est déplacée donc, au cabinet du docteur pour nous expliquer ce procédé. Je vous laisse donc découvrir le procédé. On se retrouve juste après pour plus ample information. L'obésité abdominale est caractérisée par un tour de taille très élevé. Il reste le véritable alarme de notre santé. Le Rédusim, donc on va juste l'allumer, on va en parler. Donc cette technique, c'est une technique de biostimologie. Donc c'est ce qu'on appelle la biostimologie. C'est des ondes magnétiques à basse fréquence qui permettent le déstockage des graisses abdominales, au niveau des bras, au niveau des cuisses. Donc il y a, dans cette technique de Rédusim, il y a 2 actions. La première action, c'est ces ondes magnétiques. Il faut savoir que c'est des ondes magnétiques inoffensives pour l'organisme. Donc c'est des ondes qui sont retrouvées tout à gauche d'une bande d'ondes. Donc ils sont plus inoffensifs que les ondes d'une radio ou d'un téléphone. Le Rédusim est un appareil relié à une combinaison intégrale liant 2 actions simultanées. La deuxième action, c'est cette micropression. Donc cette micropression qui permet, lorsqu'on déstocke ces cellules adipeuses au niveau de l'abdomen, donc on prend cette cellule adipeuse pleine de triglycérides, elle se vide. Et quand elle se vide, évidemment, ce gras, il ne faut pas qu'il circule n'importe où dans le corps, sinon il va être déstocké ailleurs. Donc cette deuxième action qui est la micropression du Rédusim permet d'éliminer ces cellules adipeuses. Donc c'est une technique non invasive, c'est un dispositif médical, ce qui est très important. C'est en plus de mincir le patient, donc on perd jusqu'à moins 6 voire moins 8 cm, j'en ai même eu des moins 10 cm de tour de taille en 12 à 15 séances. On a aussi une action interne, donc on l'utilise, donc cette action descend au niveau du gras intraviscéral, donc les gras qui entourent les organes, le foie, c'est un gras qui est pathologique et qui est responsable du syndrome métabolique, de l'hypertension artérielle, du diabète type 2, etc. Une méthode qui permet d'éliminer et de raffermir en même temps. Cette action sur la graisse viscérale, non seulement on fait mincir le patient, mais aussi on le traite. Nous sommes quand même médecins, donc ça reste un dispositif médical. On a ici sur plusieurs parties du corps, donc on a les bras, la taille, les cuisses et les mollets. Donc les ondes magnétiques sont tous à 100%. Donc on peut aller, c'est des séances qui peuvent aller jusqu'à 45 minutes. Donc en fonction, donc une patiente obèse ou un patient obèse, on lui fait 2 à 3 séances par semaine à 45 minutes. Et une patiente qui a envie, juste comme cette patiente qui a du ventre et qui a juste envie de perdre son ventre, à ce moment-là, on fait des séances de 30 minutes. Donc on lance la séance, donc le gonflage est en cours, vous allez remarquer que cette combinaison va gonfler. Ça c'est une combinaison intégrale, donc, mais on a sur d'autres techniques juste des sangles, donc une sangle abdominale et des sangles au niveau des cuisses et des bras qui permettent une action plus dynamique. Donc on peut utiliser en même temps qu'une activité physique et les ondes magnétiques
font leur travail et comme il n'y a pas d'action drainante, puisqu'il n'y a pas de combinaison, l'activité physique fait usage de drainage. Donc ça reste une technique très intéressante parce qu'il y a des études cliniques qui ont été faites sur le réductime et sur cette biostimologie. Outre une diminution du volume des zones enrobées, on constate une réduction de l'aspect peau d'orange, une amélioration de la fermeté cutanée ainsi qu'une nette sensation de relaxation. Séance de relaxation, Maya, on le sent bien à travers le reportage. Ah, vraiment, on se relaxe. Hein. Je crois qu'on s'endort. Oui, on se relaxe parce qu'une étude clinique a montré qu'il y a une sécrétion de sérotonine pendant la séance. Et la sérotonine, ça permet de se relaxer. Et donc, c'est vraiment avec une étude clinique. Hein. C'est pas juste, on a une constatation clinique en voyant les patients. Les patients dorment tous malgré qu'il y a un bruit quand même de fond de l'appareil. Mais c'est tout le monde. Il y a des patients qui font leur cure et qui reviennent au bout de 2-3 mois de temps en temps, après une journée difficile, eh ben, on vient se relaxer, il n'y a pas de problème. Donc ça leur permet de se détendre. Donc franchement, c'est mincir et traiter tout en se relaxant. Hein. En tout cas, l'effet, et moi je l'ai essayé, hein, je peux en parler, on est léger quand on sort de là, on se sent comme déjà minci, raffermi. Vraiment, ça fait un effet formidable. Et on se sent relaxé parce qu'on dort, effectivement. Ça nous donne un sommeil profond, je dirais même. On n'entend pas ni bruit ni rien du tout. Non, on se relaxe énormément. Donc les études cliniques, il y a plusieurs études cliniques qui ont été faites. Alors combien de séances faut-il faire? C'est 12 séances, voire jusqu'à 15 séances, à raison de 2 à 3 séances par semaine. Donc aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Très très bien pour les hommes parce qu'il y a beaucoup de graisse intra-abdominale donc chez les hommes, avec un petit syndrome métabolique. Donc c'est très important d'avoir, pour les obèses, contrairement à la cryolipolyse qui n'est pas destinée aux obèses, donc on peut utiliser, il y a des patients de plus de 100 kg qui rentre dans le réductime, donc il est destiné à toute personne en surpoids et obèse. Donc, est très important, si vous pouvez me permettre, je peux me permettre, donc l'étude clinique la plus importante, c'est l'étude clinique Fertistime, qui a permis de montrer chez des personnes infertiles, par rapport à un surpoids, qui était destiné à faire une FIV. Donc, pendant les 3 mois de la préparation à la FIV, ils ont fait une cure de réductime. Il y a eu 55% de réussite de la FIV versus 23% habituellement sur une population normale. Donc c'est quand même très important. Il y a même des patientes qui sont tombées enceintes avant d'arriver à la FIV. Donc c'est très important d'en parler. Merci beaucoup docteur pour toutes ces précisions. Alors Hakim, on revient à vous. C'est très intéressant pour les hommes. Oui. Même pour les sportifs d'ailleurs. Et aujourd'hui, donc vous revenez avec... Je ne sais pas s'ils auront le temps d'aller le faire, mais bon, ça peut se faire. Il y a le réductime SP qui est destiné aux sportifs en mouvement et juste en pré-compétitif. Voilà. Et justement, donc Hakim, aujourd'hui, vous êtes venu avec les derniers résultats. Et donc, alors on commence par le football et les 8e de finale qui débutent ce samedi avec une nouveauté. Tout le monde pensait que ça allait se jouer hier, mais en fin de compte, ça commence aujourd'hui. Les 8e de finale avec 2 rencontres à suivre cet après-midi. Dès 15h, France-Argentine, un gros match qui va être disputé entre ces deux nations du football. Et puis à partir de 19h, l'Uruguay sera face au Portugal. La vraie nouveauté après la vidéo vision qui a été mise en place lors de cette Coupe du Monde 2018. Autre nouveauté, les entraîneurs qui auront la possibilité d'effectuer un 4e remplacement. C'est nouveau dans le monde du football. C'est particulier parce que ça peut se passer et ça peut se faire que seulement lors des prolongations. C'est-à-dire en cas de match nul pendant les 90 minutes, il y a ce qu'on appelle les prolongations 2 fois 15 minutes. Et là, à ce moment-là, les 2 entraîneurs peuvent opérer un 4e remplacement en cas de blessure ou en cas de changement ou de fatigue. On pourra effectuer ce 4e remplacement. C'est une nouveauté dans le monde du football. Ça va permettre peut-être aux entraîneurs et aux équipes de réfléchir, bien sûr, surtout sur ce petit moment qui est les prolongations. C'est un moment très très important avant la séance des tirs au but. Et là, on peut intégrer un joker ou un nouveau joueur, un 4e joueur en cas de fatigue ou en cas de blessure. On croise les doigts pour tous les coachs. Et donc,
Huitième de finale à partir de cet après-midi, France-Argentine 15h, Portugal-Uruguay 19h. À destination maintenant en Espagne, donc les Jeux méditerranéens de Tarragone, avec aujourd'hui l'avant-dernière journée de compétition et des résultats mitigés pour les athlètes algériens. Eh ben oui, si on se compare aux deux anciennes, plutôt précédentes éditions, c'est-à-dire 2009 à Pescara et 2013 à Mersin, l'Algérie est loin des résultats donc obtenus lors de ces deux dernières éditions. En 2009, on le rappelle, l'Algérie avait décroché 17 médailles, 2 en or, 3 en argent et 12 en bronze. En 2013, l'Algérie avait décroché 26 médailles avec 9 médailles en or, 2 en argent et 15 en bronze. Et pour cette édition donc 2018 donc de Tarragone, l'Algérie pour l'instant est seulement à 11 médailles, 2 en or, 3 en argent et 6 seulement en bronze, donc 4 qui ont été décrochés hier pour cette avant-dernière journée et l'entrée en lice des Algériens. On va voir les résultats et ces dernières médailles obtenues par les Algériens dans ce sujet signé Mokhtar Hamani. Un ouf de soulagement pour la délégation algérienne et ce après 2 journées de disette où il n'y a pas eu de médaille. La journée de vendredi a été en bronze pour la boxe et le judo. Les judokas ont été les premiers à arracher le bronze grâce à Asla Sonia qui bat Paris pour l'Espagnol Alvarez Folguera. Yes Bouyakoub dans la catégorie des moins de 100 kg usera de son expérience pour placer un Ouazzari qui lui donne la victoire face au Tunisien Anis Ben Khalid. قدرنا باش نحصلوا على مرتبه ثالثه عن طريق الياس بويعقوب في الوزن اقل من 100 كيلوغرام وباش يكون في علمكم المصارع دخل كان مصاب عنده مده ما تمرنش ودخل مصاب من اجل الجزائر من اجل رياضه الجودو. Même résultat en boxe avec Reda Benbaziz qui s'est heurté à la fois à l'adversité et surtout à un arbitrage vicieux qui le pénalise en donnant la victoire au Turc Hakan Dogan 4 points à 1. Mohamed Houmri, auteur jusque-là d'un bon parcours, a eu la malchance de recevoir un coup à l'arcade gauche. Le médecin de la compétition met un terme au combat, un combat qui revient au Turc Bayran Malkan. Et en athlétisme, le médaillé d'argent de Mersin, Abdelmalek Lahoulou, termine 4e du 400 et en 49 secondes et 45 centièmes. L'enfant de Djidjel met ça sur le compte d'une préparation perturbée. Malheureusement, j'ai préparé tout seul, avec mes propres moyens. Exactement, c'est ça. J'étais 3 mois, j'étais aux États-Unis, en France, avec mes propres moyens, tout seul. Là, voilà, ces résultats. Hein. Il faut un peu de moyens, il faut toujours les moyens pour les autres athlètes. Il y a aussi plusieurs athlètes comme Triki. Il était aussi aux États-Unis avec son propre moyen. C'est honteux. Et voilà, alors à suivre Hakim aujourd'hui pour cette dernière journée, les Algériens en lice. Ah oui, il y a plusieurs disciplines. Alors, il y aura l'athlétisme, le marathon qui est en train de se dérouler cette matinée. Les chances de médaille, c'est le relais 4x400 mètres. Ce sera cet après-midi. Donc on suivra tout ça vers les coups de 19h en compagnie de Mokhtar Hamani. Et également, il y a quelques instants, en taekwondo avec la qualification en quart de finale de l'Algérienne Azdine Linda qui a passé le cap donc de la grecque Sari avec 31-19. Elle doit affronter tout à l'heure la Turque Kus Nefia. Et donc les résultats complets de ce qui s'est passé cette matinée, ce sera tout à l'heure dans l'édition de midi, le journal d'information de Canal Algérie, en direct avec Mokhtar Hamani de Tarragone qui nous donnera toutes les infos et le programme qui va rester pour les Algériens cet après-midi. Merci beaucoup Hakim. Maya, merci à vous, merci à votre invité Dr Oumnia. Alors voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à Mariam Akek donc, qui a préparé la feuille de route d'aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de la Régie 7. Vous retrouverez demain, Inch'Allah, Mahrez Rabia à partir de 9h. D'ici là, portez-vous bien, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de Canal Algérie. Au revoir.